Et si je vous disais que Mélenchon ne serait pas candidat au présidentiel en 2020? En 2017, Mélenchon, avec ses alliés communistes de l'époque, avait réuni au-delà des 500 signatures, quasiment 700 de mémoire. Là, en 2020, il ira sans les communistes. Et ben moi, ça m'interroge, ça soulève une question, parce que la France Insoumise, aujourd'hui, c'est 17 députés, 5 députés européens, 25 conseillers régionaux, une trentaine de maires revendiqués, quelques conseillers départementaux et métropolitains capables de parrainer Mélenchon pour justement lui ouvrir la porte de la présidentielle. On va estimer ça entre 100 et 120 élus français, France Insoumise. Alors, c'est là où manquent justement les communistes qui, eux, ont décidé d'y aller seuls, hein, qui ont quasiment 500 mairies en France, 160 conseillers départementaux, une soixantaine de conseillers régionaux, 14 sénateurs. Hein. Vous voyez bien la différence, parce que la France Insoumise n'en a pas, donc on voit bien sa faiblesse en termes d'élus de territoire et de grands électeurs. Donc voilà, ça me paraît hypothétique que Mélenchon ne puisse pas aller à la présidentielle, puisque des maires pourraient le parrainer justement pour renforcer le débat démocratique, estimant qu'il a sa place dans ce débat-là. Mais imaginez qu'il n'y arrive pas. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Cette semaine, je voudrais vous parler d'un fait qui va être pour moi au cœur de la campagne électorale jusqu'à son terme, c'est l'inflation. Alors je ne vais pas vous parler du prix du gaz, de l'essence, de l'électricité, tous les JT en parlent, je pense que vous êtes clairement au courant parce que vous payez vos factures. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est beaucoup plus banal, peut-être plus fondamental aussi, c'est le prix du blé. Le blé tendre aujourd'hui est en train d'exploser sur les marchés internationaux. On atteint, alors peut-être que vous vous souvenez en fin août, début septembre de ces articles dans la presse qui parlaient d'une potentielle hausse du prix des pâtes. C'était dû à cette augmentation qui à l'époque était légère par rapport à ce qu'on subit maintenant. Mais il faut aussi voir dans le cadre international que l'augmentation du prix du blé a des impacts beaucoup plus majeurs sur des populations qui ont des pouvoirs d'achat inférieurs aux nôtres. Parce que nous, le prix de pâte, il prend 10 centimes. Alors, ça peut gêner des familles, on ne va pas se mentir. Mais bon, ça reste quand même quelque chose qui restera abordable. Et vous prenez des pays comme l'Égypte, qui a une politique sociale sur le pain, hein, sur l'aide à la consommation du pain, qui est un aliment indispensable à la population, qui est, je crois, le deuxième importateur mondial de blé, où il y a eu des émeutes du pain dans les années 1977, il y en a eu dans les émeutes dans les années 2000. Vous voyez, c'est quelque chose de fondamental pour eux. Donc, toute augmentation du pain a un impact réel sur la vie de ce pays, sur sa société, sur son équilibre, on va dire, sa stabilité. Donc, on commence déjà à avoir des alertes qui arrivent un peu d'Égypte. On a des alertes en Afrique où ils ont des difficultés et au Maghreb. Au Maghreb, il y a un autre pays qui est un grand pays importateur de blé français parce qu'ils sont loin d'être autonomes, c'est l'Algérie. Un pays aujourd'hui qui a des problèmes de stabilité interne, parce qu'il y a quand même une société civile qui se rebelle un peu contre le fonctionnement de l'État, du FLN. Hein. D'ailleurs, à mon avis, les remontades algériennes vis-à-vis de la France en ce moment sont en grande partie liées à des problèmes internes plutôt qu'à des problèmes de relations historiques avec la France. Donc voilà, la question que nous on doit se poser, c'est est-ce qu'une Algérie, par exemple, déstabilisée par ce problème d'alimentation, pourrait devenir un problème français avec une vague d'immigration et déstabiliser encore un peu plus la campagne électorale? Ça, c'est une vraie question à se poser. Il y a 1 an et demi, le nucléaire était en totale perte de vitesse auprès des Français, sa cote de popularité s'écroulait, Macron fermait Fessenheim sans que ça ne provoque des émeutes. On parlait de baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique français à 50% et on prévoyait de recouvrir la France et les côtes d'éoliennes pour justement compenser cette baisse de production d'une centrale nucléaire. Les écologistes parlaient d'économie d'énergie, de baisse justement de la consommation, ce qui paraissait un peu compliqué avec les projets de voitures électriques qui suivaient, mais bon, on était dans ce schéma-là. Ça semblait être le sens de l'histoire, l'Allemagne était sortie du nucléaire, la Belgique parlait d'en sortir. Et puis est arrivé des événements. Le premier pour moi qui a impacté le changement de l'opinion, c'est la réaction du monde rural vis-à-vis des éoliennes qui a été très négative. Aujourd'hui, il est très compliqué de créer des sites d'éoliens dans le monde rural parce qu'il y a l'opposition des maires, l'opposition des habitants. Malgré les pressions du préfet qui, à mon avis, vont diminuer un peu là maintenant avec les élections qui approchent et les changements d'optique stratégiques sur l'énergie. Mais voilà, souvenez-vous de Stéphane Bern qui appelait à sauver les paysages français. Ça a été le premier acte
justement de l'ébranlement de cette vision éolienne et développement durable total de l'énergie française. Voilà. Ensuite, il y a eu des choses comme l'augmentation du prix du gaz, où on comprend rapidement que ça pose un réel problème parce que l'électricité en Europe est indexée sur le prix du gaz, que le nucléaire coûte quand même moins cher à produire et que ça pose des problèmes de compétitivité à la France qui pourrait se permettre de payer l'électricité moins cher d'ailleurs dans les usines et ça posait des problèmes de compétitivité mondiale pour les pays européens. Il y a ça et des problèmes beaucoup plus stratégiques et géostratégiques, je serais tenté de dire. Donc le premier, c'était la prise de conscience du gouvernement que l'Allemagne et le Danemark ne jouaient pas forcément dans le sens de la France au niveau du financement européen des énergies renouvelables. Ils ont tout fait ils ont réussi d'ailleurs à sortir le nucléaire des énergies dites non carbonées qui étaient financées par ces green bonds européens. Grosse colère à Paris, mais situation de fait. L'industrie de l'éolienne allemande et danoise avait triomphé de l'industrie nucléaire française. Elle était aidée, pouvait poursuivre son développement et l'industrie nucléaire française se retrouvait le bec dans l'eau, considérée comme une énergie polluante, alors que la part de production de CO2 d'une centrale nucléaire est totalement infime, voire des fois moins qu'une éolienne. Donc, ça a été le premier point d'alerte pour le gouvernement. Et puis après, il y a la question géostratégique avec le gaz. Produire de l'électricité avec le gaz, hormis le fait que ce soit producteur de carbone et moins bon pour l'environnement, contrairement à ce que dit Greenpeace, qui a un label d'ailleurs écologique sur le gaz, on se demande comment ils y arrivent. Il y a le problème du gaz russe. Le gaz russe aujourd'hui arrive par des gazoducs en Allemagne, le fameux Nord Stream 2. C'est un vrai problème d'indépendance stratégique et énergétique pour l'Europe. La France est un pays qui revendique une indépendance stratégique, une liberté de parole, une liberté diplomatique. C'est quand même compliqué d'aller dire des choses sur l'Estonie, sur l'Ukraine, quand la Russie peut nous couper le gaz du jour au lendemain. Voilà, donc il y a cette situation-là qui fait qu'aujourd'hui, on a un Macron qui est devenu d'un seul coup pro-nucléaire. Je serais tenté de dire, nous a fait Xavier Bertrand en quelques mois. Maintenant, il parle de construire des centrales nucléaires, des petites, ce qu'on appelle des SMR, donc c'est des petites unités. C'est assez intéressant parce que, par exemple, dans un cas de sécheresse, ça nécessite moins d'eau pour être refroidi, donc c'est plutôt bien. Et surtout, ça permet une industrialisation de ces petites usines beaucoup plus grandes, donc une économie d'échelle et compagnie, puis aussi à l'export, c'est pas inintéressant. Voilà. Donc on est revenu dans un monde du nucléaire. Barnier propose de construire 6 centrales. Voilà, c'est vraiment devenu un sujet assez consensuel, hormis chez les écologistes. Alors pour eux, c'est une grosse défaite parce qu'en moins de 2, tous les efforts qu'ils avaient faits ont été balayés par juste une prise de conscience et un retour à la raison des Français qui aujourd'hui comprennent que le nucléaire a un intérêt pour notre pays, un intérêt économique et stratégique. Alors, il faut comprendre que les écologistes, c'est pas la production électrique nucléaire qui leur pose problème, c'est la bombe, c'est le nucléaire militaire. Greenpeace à la base a été créé contre le nucléaire militaire et par extension ils combattent le nucléaire civil parce que à partir d'une centrale civile, vous pouvez faire du plutonium et faire des bombes. En gros, ils sont encore sur ce schéma-là. Eux, ils sont sur la sobriété énergétique, c'est-à-dire que consommer moins, alors qu'on va avoir besoin de plus de consommation électrique, on a plus de trains électriques par exemple. La révolution de l'hydrogène vert, c'est-à-dire produire de l'électricité par électrolyse, ça nécessite plus d'électricité. Donc ils sont eux, de toute façon, ils sont dans la décroissance comme toujours, qu'elle soit dans la consommation, qu'elle soit électrique ou autre, mais aussi dans la démographie. Il ne faut pas oublier qu'ils sont, pour certains d'entre eux, et nombreux d'entre eux, malthusiens. C'est ces gens qui ne veulent pas avoir trop d'enfants, par exemple, qui, voyant une population baisser, ne sont pas forcément contre. Donc ils sont dans ce mouvement-là qui aujourd'hui a une réelle perte de vitesse politique et on va voir les résultats que ça peut avoir sur les élections présidentielles pour eux.